et d'être fidèle à nos conférences. D'abord, quelques informations pratiques concernant justement ces conférences. La prochaine conférence ici aura lieu le 7 novembre. Elle sera assurée par André Jourdan, qui nous parlera de la Méditerranée. La question est une mer morte pour l'interrogation. Et puis le 21 novembre, nous aurons la conférence d'Henri Pénard-Ruiz, poète en politique, les combats de Victor Hugo, mais je suppose qu'avec Pénard-Ruiz, nous parlerons aussi d'un thème qui est très actuel, c'est le problème de la laïcité, puisqu'il en est un spécialiste. Avant ces deux conférences qui sont inscrites au programme, moi j'ai le plaisir de vous annoncer que le 5 novembre, il y en aura une autre. Il y en aura une autre à la Maison de l'étudiant, rue François Mitterrand, c'est juste en face de l'arrêt du tram Vauban. Dans cette Maison de l'étudiant, on recevra Ernest Pignon-Ernest, qui présentera, dans un dialogue avec l'un d'entre nous, on ne sait pas encore qui présentera son œuvre, et en particulier, puisque vous le savez peut-être, il est en train de réaliser la station Garibaldi du tram qui va être inaugurée à la fin de l'année. Donc il nous parlera de ce projet, mais aussi de ce qu'il fait, et je crois que c'est une soirée que nous pouvions laisser de côté, même si elle est un petit peu, si elle s'entrechoque un peu avec les précédentes. Voilà. C'est à 18h30, comme ici. Donc je rappelle, à la Maison de l'étudiant, qui est un grand bâtiment, avant la station Vauban, juste avant, il suffit de descendre à la station Vauban du tram et de remonter une cinquantaine de mètres sur la droite. Voilà. Bien, maintenant nous passons aux choses sérieuses de ce soir. Il s'agit de Courbet, les luttes de Courbet, présentées par Michel Robelin. Et moi, de Courbet, comme beaucoup de monde, je connaissais quelques tableaux, en particulier celui qui, ces dernières années, a fait la polémique, c'est-à-dire l'origine du monde. Et puis, Michel Robelin, un soir, m'a parlé de Courbet. Et j'ai découvert que Courbet, c'était quand même quelqu'un de ce qu'elle appelle l'ami Courbet, d'ailleurs. C'est-à-dire quelqu'un qui est progressiste et qui a eu toute sa vie à mener des luttes pour défendre non seulement sa peinture, mais aussi ses positions politiques, sociales, etc. Il faut dire que Michel Robelin, elle pouvait m'en parler, puisqu'elle est diplômée de l'école du Louvre, qu'elle est professeure de lettres, et qu'elle est spécialiste d'histoire de l'art, qu'elle a transmis à beaucoup d'enfants, y compris dans les ZEP, dans la Seine-Saint-Denis. Donc pour moi, c'est une marque de qualité. Voilà, je vous laisse avec Michel, et comme moi, vous verrez que vous apprendrez des tas de choses, et je vais en apprendre encore ce soir certainement. Voilà. L'ami Courbet a usé sa vie dans la lutte depuis le jour où il a saisi son premier pinceau jusqu'à la minute où la maladie paralysa sa vie. Il a combattu. Ainsi parle Rochefort, le polémiste, devant le cercueil de Courbet le 3 janvier 1978 en Suisse. Devant de nombreux communards, sa voix se brise dans les larmes, il ne peut continuer son discours. C'est vrai, la vie de Gustave Courbet a été une vie de lutte, lutte sociale, lutte institutionnelle, lutte esthétique et lutte politique. En nous appuyant sur sa correspondance, qui est assez copieuse, et bien sûr sur ses œuvres, nous tenterons de montrer qu'on ne peut comprendre la démarche esthétique de Courbet qu'en relation, qu'en référence aux obstacles dont il a dû triompher pour ouvrir de nouvelles voies à la peinture. Il doit d'abord vaincre la résistance de son père, qui est un cultivateur de franc-comtois, aisé, qui veut faire de lui un polytechnicien ou un juriste. Ce à quoi le jeune homme oppose une revendication d'autonomie. On a voulu me forcer, et toute ma vie je n'ai rien fait de force. Ce n'est pas mon caractère. On m'a rebuté en mettant au collège. La discipline militaire et les conditions de vie spartiates le hérissent. Je suis mené au collège comme un milicien, nourri comme un chien, couché sur un lit plus dur que du bois. Mais surtout Arnaud, il a découvert sa vocation en allant peindre sur le motif
avec le professeur Beau. Or, au collège, à Besançon, on ne fait rien du tout à la leçon de dessin. On change de professeur tous les jours. On est là, dans un grand couloir, on ne peut tenir le crayon tant on a froid. J'aurais voulu continuer la peinture. En décembre 1939, à 20 ans, il obtient gain de cause. Son père le laisse partir à Paris. En 1850, il résumera ses premières années d'apprentissage dans une lettre adressée au conservateur de Lille. Pendant 10 ans, j'ai travaillé seul dans la solitude, les privations et la lutte. En effet, le deuxième obstacle qu'il doit vaincre est d'ordre sociologique et financier. Courbet, provincial, d'origine paysanne, étranger à Paris, n'a pas l'appui dans le milieu artistique où la recommandation est essentielle. Pour ce faire, j'ai comparé avec ces deux grands aînés. Ingres est entré aux Beaux-Arts de Montauban à 11 ans, quand son père a été nommé professeur. À 17 ans, son professeur l'envoie dans l'atelier le plus prestigieux de Paris, celui de David, ici présent, qui est en train de peindre les Sabines. Après son grand prix de Rome, avant même de partir pour la ville éternelle, Ingres peint le Napoléon sur son trône. Son statut de grande figure de la peinture classique est désormais établi. Ce sera le grand peintre portraitiste et grand peintre de nu. Quant à Delacroix, c'est son oncle, peintre lui-même, qui fait entrer son neveu dans l'atelier de Narcisse Guérin, où travaille déjà Géricault, à 17 ans. Et même si Delacroix a dû affronter l'hostilité des peintres classiques et présenter 7 candidatures pour être enfin admis à l'Institut, dès 1822, j'ai passé le nom de photo. Dès 1822, sa barque de Dante et son massacre de Sceaux est acheté par l'État, par le comte de Forbin, directeur des musées royaux, et le jeune critique Adolphe Thiers, le futur politique, loue ce nouveau talent romantique. Ingres et Delacroix ne cesseront de recevoir toute leur vie de grandes commandes de l'État et de l'Église. En 1855, lors de l'exposition universelle, alors que Courbet se voit refuser ces 2 grandes œuvres du courant réaliste, chacun d'entre eux aura droit à une rétrospective d'une 50aine de toiles. Le jeune Courbet ne dispose pas de tous ses atouts. Il se forme sur le tas et tardivement, loin des ateliers prestigieux et de la formation classique des beaux-arts et des peintres qui font la carrière de leurs élèves. Il s'inscrit au cours de Charles Steuben, qui selon lui ne soigne pas beaucoup ses élèves car il ne fait paraître que le matin. Il fréquente les petits ateliers, comme celui du père suisse, où iront plus tard Monet et Renoir. Mais surtout, il s'imprègne des œuvres du passé, par des copies qu'il fait au Louvre, des peintres italiens et espagnols, ou au musée du Luxembourg qui expose les œuvres des peintres vivants. Le musée d'Ornans possède d'ailleurs une de ses copies, une toile de Guerchin. Courbet travaille dans des conditions difficiles. Dès son arrivée à Paris, il écrit à sa famille « Ma vie actuelle n'est pas aussi charmante qu'on pourrait le croire en province. Je travaille toujours. Je suis au cours dès 5h30 du matin jusqu'à 11h. Puis je suis au cours d'anatomie le soir. En janvier 1941, je travaille 12 heures par jour et j'espère continuer. » Ce n'est pas la vie du tout des bohèmes qui sont décrits dans le roman de Murgère qui se lève à 11h du matin. Pendant ces 10 années, sa famille l'entretient. Mais il est souvent à court d'argent. En mai 40, je ne dépense que le nécessaire. En 48, il est déjà depuis 9 ans à Paris. Il dira « Je dois 2 termes. Je ne sais pas si on me saisira mon mobilier. Ça me serait indifférent, car ils n'en auront pas pour leur argent. » À Ornans, on s'inquiète de son avenir. Va-t-il réussir à vivre de sa peinture? En 1945, mon cher père, j'aime toujours recevoir de tes lettres le petit sermon d'obligation que je connais. D'ailleurs, ça ne sert plus à décourager qu'à encourager, car c'est absolument le coup d'aiguillon à la bête qui tire trop. On remarquera la métaphore agricole utilisée en direction de son père.
Si pendant ces 10 années, Courbet ne gagne pratiquement pas d'argent, c'est que de cette époque, il est à la recherche d'une autre esthétique. Dès son arrivée à Paris, il est allé au salon, là où sont présentées les œuvres nouvelles. Et c'est pour constater, il y a quelques tableaux qui sont assez beaux, mais pour le reste, c'est peu de choses. Et la grande galerie, voulue par Louis-Philippe à Versailles, du musée d'Histoire, ne doit guère l'avaler. À l'inverse, sa peinture reste incomprise. Le 10 janvier 1946, il souhaite la bonne année à ses parents, et en ajoutant qu'il aurait bien besoin qu'on lui souhaitât une bonne année, car il n'y a rien plus dur au monde que de faire de l'art lorsque personne ne le comprend. Car il refuse de faire des portraits au goût du jour, qui lui assuraient peut-être succès et argent. Les femmes veulent des portraits où il n'y a pas d'ombre, les hommes veulent être habillés en dimanche, gagner de l'argent comme cela vaudrait mieux tourner une roue. Il fait quelques portraits de ses proches, sa sœur, ses amis. Alors, mais il se heurte aux habituels visuels du public. Il écrit « Ces jours passés, j'ai fait le portrait dont j'étais content, ainsi que toutes mes connaissances. Mais ce n'a pas plu à toutes ces dames chez M. Oudot, c'est sa famille parisienne. Là-bas, plus qu'ailleurs, on n'entend rien à la peinture. Toute sa vie, et même encore aujourd'hui, Courbet sera victime de mauvais procès. L'exemple type sont ses autoportraits. Il n'en peint beaucoup à cette époque, et on y voit la preuve d'un narcissisme et de vanité, en oubliant que, faute d'argent, pour payer un modèle, se peindre soi-même est une solution économique. On n'a jamais reproché à Van Gogh de faire autant d'autoportraits, Cézanne en a fait 25. Et on oublie aussi que les manifestations de fierté qu'illustre la fameuse rencontre, plus tardive, ne sont pas dissociables de la revendication du statut social de l'artiste. Pour la première fois, Courbet, en 1954, a un mécène. Aussi se présente-t-il en maître peintre, ce dont les caricaturistes se sont souvent moqués. Comme ils se moqueront des revendications d'authenticité de ce franc-comtois, refusant de se couler dans le moule parisien, de renoncer à son accent et qui se peint en éternel voyageur avec sa chemise et le bâton. Vous remarquez qu'on l'a mis en sabot devant ses tableaux. Troisième obstacle, la barrière institutionnelle. En 1840, il n'y a qu'un seul lieu pour présenter ses œuvres, le salon annuel, créé depuis la fin du XVIIe siècle. Mais l'accès n'est pas libre, il y a un jury, formé par les professeurs de l'Académie et des Beaux-Arts, dont il n'est pas. Il les refuse ou les accepte. Vous voyez là, vous avez toutes les œuvres qui sont arrivées, c'est un peu plus tardif, mais ça correspond, c'est la même chose. Ingres et Delacroix, précocement exposés au salon, puis virent rapidement de leur peinture. À partir de 1942, Courbet présente ses toiles tous les ans. En 8 ans, sur 21 tableaux présentés, 3 ont été reçus, donc vus du public. En 1944, le Courbet au chien, le Guitarrero en 1955, en 1946, l'homme à la ceinture de cuir. Mais, par exemple, ces deux tableaux qui sont ici à Pontarlier et c'est sa sœur Juliette au Petit Palais, ont été refusés. En 1847, sur les 3 tableaux envoyés, aucun n'est reçu. En 1848, découragé, il écrit à son père « Il n'y a pas que jusqu'aux peintres qui ont envie de se mettre cultivateurs. » 20 ans plus tard, il écrira à Castagnari « Monsieur Picot, qui par son influence me faisait refuser au salon ce qu'on m'a fait souffrir de désespoir dans ma jeunesse. » Cependant, Courbet, désormais conscient de son originalité, écrit en mars 1945 « J'entends la peinture en grand, il faut qu'avant 5 ans j'ai un nom dans Paris. Depuis que je suis à Paris, à peine si j'ai vu paraître 2 ou 3 talents vraiment forts et originaux. » Sa rupture avec la peinture officielle du salon est totale. En mars 1946, il y a pour juge un tas de vieux imbéciles qui n'ont jamais rien pu faire de leur vie et qui cherchent à étouffer les jeunes gens. Il voit dans le jugement de ces vieux imbéciles la censure de son originalité.
En mars 47, j'ai été refusée complètement de mes 3 tableaux les années passées, lorsque j'avais moins une manière à moi, que je faisais encore comme eux, ils me recevaient, mais aujourd'hui que je suis moi, il ne faut plus que j'espère. On se remue plus que jamais pour détruire ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là est détruit grâce à la révolution de 48. Le jury du salon est supprimé en 49 et un jury est formé en partie des peintres eux-mêmes et ce jury reçoit 11 œuvres de Courbet. Courbet a écrit 20 ans plus tard à Castagnari, sans la révolution de 48, on n'aurait jamais sans doute vu ma peinture. En 49, une après-midi à Ornans est reçu, il obtient une médaille, sa toile est achetée par l'État, mais au lieu d'être exposée au musée du Luxembourg, le musée qui expose les peintres vivants, elle est finalement envoyée à Lille. Grâce à sa médaille, pendant 8 ans, Courbet peut exposer librement, car dès 1957, le jury officiel est rétabli. Alors commence une nouvelle lutte, imposer ce mois en peinture, qui initie une révolution esthétique. Deuxième partie, la lutte pour imposer sa révolution esthétique. Rompant avec le passé, Courbet annonce la modernité des courants picturaux de la fin du siècle, voire du début du XXe. Aussi déroute-t-il les habitudes visuelles du public. Les caricaturistes témoignent du caractère déconcertant de ces nouveautés picturales. Voilà une caricature de Daumier, vous voyez la réaction du monsieur devant l'étoile de Courbet. Courbet a décrit ses autoportraits comme des fragments d'autobiographie. On peut donc légitimement rapprocher le désespéré ou le désespoir peint en 44-45 et qu'il a conservé jusqu'à sa mort. D'une lettre à ses parents d'avril 46, la peinture, quand on la conçoit, est un état d'enragé, c'est une lutte continuelle, c'est à devenir fou. Et d'une déclaration rétrospective en 68, ce qu'on m'a fait souffrir de désespoir dans ma jeunesse que je vous ai déjà cité. Comment Courbet traduit-il cet état de désespoir enragé? Le cadrage resserré et frontal du visage crée un espace totalement nouveau. Il donne à ce tableau de petit format, 45 cm sur 54, un caractère de monumentalité sans équivalent par le passé. Il introduit une proximité avec le spectateur que contribue à former le hors-champ des bras qui dépassent. Les yeux terribles qui interrogent font sortir le personnage du cadre, vers celui qui le regarde. Il ménage de beaux jeux d'ombre et de lumière sur le visage et oppose les beaux blancs au gris du vêtement. Courbet anticipe le cinéma par ses gros plans et ses hors-champs. Cadrage resserré et hors-champ renforcent l'expressivité et Courbet va transposer ces procédés dans le paysage de Flaget. Alors là, j'ai passé. Qui a été acheté il n'y a pas très longtemps à prix d'or par Ornans. Quand on est devant ce tableau, on est tout à fait impressionné par sa puissance, par la puissance de ce chêne. Il transpose aussi ce procédé de gros plans dans les vagues qui traduisent la puissance tellurique de la nature. Dans la nature morte, les pommes, la truite, métaphore de sa détresse qui suivit l'écrasement de la commune. Dans le nu, le plan rapproché de la femme à la vague souligne la rupture avec la représentation du corps féminin dans les arts. Le corps de la fileuse voisine avec l'espace du spectateur, on a vu des horreurs sur ce tableau. Le cadrage décentré de la fille à la mouette annonce de Degas. Courbet récuse l'espace perspectif venu du XVe siècle. Il transgresse la perspective. Le sol remonte dans les cribleuses de blé de Nantes. Le portrait de Trapadou annonce les portraits de Madame Cézanne. Là, d'ailleurs, le caricaturiste s'est énormément moqué de lui. Dans le Trapadou, vous avez deux points de vue. C'est la même chose, le haut de Madame Cézanne, le bas de Madame Cézanne et la table.
Il rompt avec la domination de l'art italien. Si la source d'Ingres continue à imiter le beau idéal ici issu de la Renaissance italienne, la source de Courbet refuse de gommer les lourdeurs et les rondeurs d'un corps féminin bien réel. Cette baigneuse a horrifié Delacroix en 1953. Mais Zola loue une peinture qui assume la sensualité du corps. À un art encore dominé par la neutralisation du désir et la purification des passions, Courbet opposera l'expression directe de la sexualité dans l'origine du monde et dans le sommeil qui est au Petit Palais actuellement. Courbet, à l'opposé d'Ingres, brosse des portraits sans décor, comme celui de Berlioz qui le refusera, en créant un sfumato au niveau des yeux et du regard, le portrait moins dessiné, plus pictural que psychologique, ainsi que celui de Chenavard qui ne nous regarde même pas. À la grande peinture qui représente l'histoire, la religion, la littérature, Courbet substitue la réalité qu'il perçoit. Il place le spectateur devant l'immensité de la mer, devant la solitude de la grotte sarrasine. Pour restituer la puissance de la nature, il peint au couteau et recourt à l'empattement, annonçant Van Gogh. Là, la caricature, bien sûr, se moque de lui. Surtout face à un art qui représente les grands hommes, les grands événements, Courbet fait entrer le contemporain, le peuple, dans la peinture. L'après-midi à Ornans, 1,95 m, sur 2,57 m, acheté par la Seconde République en 1949, montre des villageois d'Ornans sans la moindre concession. Son père, de semi-profil, affaissé sur sa chaise, les jambes croisées, son ami Queneau, dans l'attitude de la mélancolie, Marlet, qui tourne le dos au spectateur, allume sa pipe. Pour rendre le caractère instantané de la scène, Courbet laisse les personnages dans une semi-obscurité. Les beaux noirs, les bruns mangent le dessin. En abandonnant le fini en peinture, Courbet rompt avec l'art décoratif des salons bourgeois. Il cherche d'autres destinataires. La critique de la Revue des Deux Mondes lui reproche de présenter une vérité triviale, en un grand format, contrairement aux Flamands qui la poétisent en l'éloignant. L'année suivante, en 50-51, c'est le scandale. Courbet présente l'enterrement à Ornans. Dans un format comparable à celui du Napoléon, de David, 9,30 m sur 3,50 m contre 9,60 m sur 6,2 m, il présente non les dignitaires de la cour, mais 50 personnages réels de son village dans leur diversité sociale. Ils sont tous venus poser dans l'atelier d'Ornans. Des porteurs de bière, au curé, au bedeau, avec leur gros nez rouge, jusqu'au corpulent maire d'Ornans, ses sœurs, sa mère, et le fossoyeur. Curieusement, la fosse mortuaire se termine dans l'espace du spectateur. Il y a un hors-champ de la fosse mortuaire. Et d'un côté, le curé lit son bréviaire, et de l'autre côté, vous avez un personnage qu'on a tout de suite, ces deux personnages ont tout de suite identifiés comme des républicains de 93. Et celui-là, avec sa main, indique qu'il est en train de faire un discours. Quel éloge funèbre fait-il? Qui enterre-t-on? Ne serait-ce pas la République? La critique se déchaîne. Théophile Gautier en tête se demande dans quel lieu on peut exposer une telle œuvre qui n'a pas sa place dans un musée. Actuellement, il est à Orsay. Il reproche au personnage d'avoir des têtes d'enseigne de tabac. Il conclut, pour Courbet, rien n'est beau que le lait, seul le beau est aimable. Mais sous la critique esthétique, il faut entendre une critique politique. Gautier ajoute, nous sommes étonnés que les peintres animés d'idées socialistes présentent le peuple si hideux et si grossier. La critique de la Revue des Deux Mondes reprend le même refrain s'agissant des casseurs de pierre. Exposé, pardon, là c'est un... Exposé à côté de l'enterrement. Le critique écrit, j'ai entendu dire que c'est de la peinture socialiste. Je n'en serais pas surpris.
Courbet a lui-même expliqué la genèse du tableau. Il allait peindre sur le motif. Je m'arrête pour considérer deux hommes, cassant des pierres sur la route. Il est rare de rencontrer l'expression la plus complète de la misère. Ainsi, sur le champ m'advint-il un tableau. Je leur donne rendez-vous pour le lendemain dans mon atelier. Et Courbet ajoute, c'est ainsi qu'on commence, c'est ainsi qu'on finit. Il peint les casseurs de pierre de dos, dans leur labeur. Il les donne à voir tels qu'il les a vus. C'est le dur travail qu'il fait entrer dans la peinture. Le critique François Sabatier-Unguerre reconnaît l'intention de Courbet. Monsieur Courbet n'est pas seulement un peintre de talent, il est encore l'expression franche et nette d'un ordre d'idées qui n'avait pas été exprimé et qui devait l'être. Le peuple entré en politique veut aussi entrer dans l'art. Dans l'ensemble, la critique se déchaîne, relayée par la caricature. À un monsieur Pes qui lui reproche d'encanailler l'art, le peintre réplique « Oui, monsieur Pes, il faut encanailler l'art. Fini l'art à la pommade. » Pour comprendre ces attaques, il faut replacer dans le contexte historique qui est celui de l'énonciation. Quand est-ce qu'on voit ces tableaux? Dans quel lieu? À quelle époque de l'histoire? Ces travailleurs miséreux, ce sont les vaincus des journées de juin de 1948, que Courbet avait comparés à une Saint-Barthélemy. Ils appartiennent, selon Thiers, à la multitude, la vile multitude qui a perdu toutes les républiques et que les vrais républicains redoutent. Cette vile multitude vient d'être évincée de la politique. Le prince-président, futur Napoléon III, vient d'épurer le suffrage universel. 3 millions de travailleurs en sont désormais exclus. Il s'agit maintenant de les chasser de l'art. C'est ce que le jeune Vallès a compris. Il évoque rétrospectivement son émotion et celle de ses camarades devant le tableau. Ils étaient toute une bande, ils avaient 20 ans, ils regardaient l'étoile. Nous avions, au fond de nos cœurs, le respect de tout ce qui était souffrant ou vaincu. Et nous demandions à l'art nouveau de servir lui aussi au triomphe de la justice et de la vérité. Ce tableau teinté de gris, avec ces deux hommes aux mains calleuses, au cou allé, était comme un miroir où se reflétait la vie terne et pénible des pauvres. Et la raideur des personnages servait encore à l'illusion, et l'inhabilité ou le génie du peintre avait dans un geste indiqué l'immobilité fatale à laquelle est condamnée, sous un ciel ingrat, toute la race des mercenaires. Delacroix, sensible à l'innovation esthétique, aurait prononcé le mot novateur à propos d'une après-midi à Ornans. Mais le jeune Vallès, étudiant misérable, voit dans cette peinture-là un renouveau esthétique lié à une nouvelle position sociale de l'art, par la représentation des vaincus, des exploités, souffrant sous un régime qui s'appelle à tort encore la République. Après le coup d'État, de Napoléon III, nouveau front de lutte. Un nouveau front de lutte s'ouvre pour Courbet. Partisan d'une république universelle, accommodé de tendances anarchistes, subsister, se faire connaître hors de l'appui du régime et de ses commandes. Le régime a essayé de le rallier. Morny, le demi-frère adultérin de Napoléon III, tente une première ouverture en achetant les demoiselles du village. Et le tableau, je vous fais remarquer, il est très très bien placé au salon. Mais la critique n'en dénonce pas moins la laideur de l'œuvre. L'année suivante, le surintendant des Beaux-Arts fait miroiter une commande pour l'exposition universelle de 1955, à condition que Courbet mette de l'eau dans son vin et qu'il accepte de soumettre son tableau à un jury composé à égalité par lui et le ministre. Courbet rapporte sa fureur à Bruyas, son nouveau mécène que vous voyez là. J'ai fait de l'art, non pour faire de l'art pour l'art, mais pour conquérir ma liberté intellectuelle. Et que moi seul, de tous les artistes français, mes contemporains, avait la puissance de rendre et traduire de façon originale et ma personnalité et ma société.
Le peintre est d'autant plus décidé à garder sa liberté qu'il a trouvé en Bruyas le premier soutien qui lui permet de conquérir l'indépendance de l'art, chose sans exemple jusqu'ici, puisque l'art a été souvent soumis bien sûr au pouvoir politique et au pouvoir religieux. Amateur d'art fortuné, Bruyas lui achète les baigneuses et la fileuse, et lui commande de nombreux autoportraits, de nombreux portraits, dont la rencontre de 54. Tous ces tableaux sont à Montpellier grâce à Bruyas qui les a tous donnés au musée. 15 ans plus tard, Courbet lui a écrit « Oh, que j'ai eu des déboires dans ma vie. Je débutais sans ressources. Je n'oublierai jamais le coup de pouce que vous m'avez donné. » Courbet gagne de l'argent. Il veut investir dans son art, annonçant les futures expositions Indépendance de Manet et des impressionnistes. Face à l'exposition universelle, il construit le pavillon du réalisme. Il y expose 40 tableaux, dont ses deux chefs-d'œuvre, L'enterrement à Ornans et L'Atelier, refusés à l'exposition universelle. Une brochure accompagnant l'exposition, il y a une brochure qui accompagne l'exposition, et Courbet dit vouloir faire de l'art vivant. En réalité, l'atelier est un règlement de compte avec le pouvoir. Le peintre Gérôme, lui, expose à l'Expo universelle un siècle d'Auguste. Donc l'empereur Auguste ici, vous voyez, est représentant l'empereur romain comme l'initiateur d'un âge d'or. Cette obséquieuse allégorie du pouvoir de Napoléon III lui vaudra 20 000 francs. Et voilà Jérôme, qui a été un peintre couvert de gloire et académicien, qui a lutté contre Courbet, contre les impressionnistes, contre Manet. À ces flagorneries, Courbet va opposer l'atelier. Il sous-titre cette immense toile, 6 mètres sur 3,59 mètres, allégorie réelle déterminant une phase de cette année de ma vie artistique. Une allégorie d'autant plus réelle que les personnages sont ses contemporains et que l'œuvre refuse la mystification du pouvoir. L'allégorie semble obscure. Dans ce triptyque, qui rappelle les tableaux religieux, qui est séparé en 3 parties, le peintre, au centre, peint un paysage. Mais pourquoi ce modèle nu, derrière lui? Que fait ce petit garçon en sabot, devant lui? Pourquoi il y a un petit garçon qui dessine ici? Pourquoi le chasseur braconnier, au premier plan, se détache-t-il si nettement avec des personnages qui sont derrière? Et en quoi illustre-t-il tous ces personnages la vie triviale, selon l'expression de l'auteur? Et en quoi sont-ils l'expression de son histoire de 48 à 49? Courbet a écrit à un ami peintre: « Tu voudrais peut-être savoir le sujet de mon tableau. C'est passablement mystérieux. Devinera qui pourra. » Mais pendant la Commune, il écrira la vérité. Retranché dans mon individualité, je luttais sans relâche contre le gouvernant d'alors, non seulement sans le redouter, mais encore le provoquant. C'est ce qui fonde l'interprétation d'Hélène Toussaint. Elle a fait un magnifique catalogue en 1977 et je vous livre dans une première partie son analyse. Le côté gauche. Alors, elle a rapproché, elle a fait des gros plans, vous voyez, du tableau, et elle a rapproché de photos ou de caricatures. Alors, le côté gauche représente les personnages de l'Empire, dont le plus important, désigné des 55 comme braconnier, serait Napoléon III. Là, je pense que c'est assez quand même probant. Lui-même qui a volé le pouvoir de la République. Son profil et ses bottes, qui sont ses attributs dans les caricatures, l'identifient. Les chapeaux et le masque rappellent qu'il fut Carbonaro dans sa jeunesse et qu'il a défendu la cause italienne. Le juif qui est derrière lui, portant la cassette, serait le ministre de Napoléon III, le banquier Achille-Fould. Donc là, voilà la caricature d'Achille-Fould et voilà le gros plan. Qui apporta à Napoléon III une aide pécuniaire au moment de la campagne électorale. Et sa cassette serait l'argent de la maîtresse londonienne du prince-président
laquelle l'aida à préparer son coup d'État. Le curé, ici, que vous voyez là, ça c'est un gros plan du tableau. Et là, vous voyez, là c'est une photo. Le curé serait Louis Veillot, un catholique qui défendit l'enseignement catholique, dont la loi Fallot qui mettait l'enseignement sous le contrôle de l'Église, et qui plus tard défendra la faillibilité pontificale par Pie IX. Le marchand d'habits galons, qui est ici, serait le ministre de l'Intérieur. Le personnage assis référait au journaliste Girardin qui avait tué en duel le journaliste républicain Armand Carrel. Il y a aussi des représentants de la misère, dont cette femme. Le côté droit est plus facile à identifier, puisqu'il en a fait des portraits et que ce sont tous ses amis et tous ceux qui le soutiennent. Baudelaire, qui a été son ami jusqu'à 1948, et bientôt condamné pour les fleurs du mal. L'anarchiste Proudhon, que vous voyez là, et son ami Max Buchon, qui, bien qu'en exil, retrouvent leur place sur la toile. Bruyas, le mécène que vous connaissez, et qui assure son indépendance face au pouvoir. L'ami Champfleury, qui soutient le réalisme en peinture contre la peinture bien pensante de l'époque. Figurent aussi les amis de Renan, Promaillet et Queneau. Mais ce tableau n'est pas seulement, selon moi, une provocation politique. C'est aussi un manifeste pictural. Courbet démontre qu'il est un peintre complet, car il domine le nu, le portrait, la peinture animalière et le paysage. L'enfant pauvre, en sabots, qui regarde le tableau, semble sortir des casseurs de pierre. Il incarne le nouveau spectateur de Courbet. Voilà un extrait du casseur de pierre. L'art n'appartient pas seulement à la classe dirigeante. De nombreuses fois, dans sa correspondance, Courbet a affirmé qu'il voulait s'adresser directement au peuple. Je cite, « Le peuple avait toute sa sympathie ». Après avoir invité les francs-comtois d'Ornans à venir voir son enterrement gratuitement, il avait ensuite présenté à Besançon et à Dijon avant de l'exposer à Paris. Courbet fait sortir l'art des musées. C'est une démarche nouvelle. Les gens exclus jusqu'à présent du plaisir du monde de l'art, ils sont désormais présents. Ils ont leur place, comme le petit spectateur, mais aussi comme le petit garçon qui dessine et qui était au pied des personnages. Mais la trilogie peintre, modèle, enfant qui regarde et qui crayonne, renvoie aussi, peut-être selon moi, à un épisode de la vie personnelle du peintre. Dans la lettre adressée à Champfleury, Courbet décrit ce tableau. Et écrit aussi, j'ai l'esprit fort triste. Vous savez que ma femme est mariée. C'était son modèle. Je n'ai plus ni femme ni enfant. Il paraît que la misère l'a forcé à cette extrémité. C'est ainsi que la société avale son monde. Il y avait 14 ans que nous étions ensemble. On sait que Virginie Binet a été son modèle et qu'elle et son fils sont retournés vivre en Normandie. Le petit garçon qui dessine, accroupi, rappelle ce petit garçon qu'il a perdu quand elle est partie et dont il dit, dans une lettre, « Je regrette beaucoup mon petit garçon ». Souvent très critique, à l'encontre de Courbet, Delacroix écrit dans son journal le 3 août 1955. Delacroix va voir l'exposition Courbet qui la réduite à 10 sous. Il dit « J'y reste 1 heure et je découvre un chef-d'œuvre dans son tableau refusé. Je ne pouvais m'arracher à cette vue. On a refusé là un ouvrage des plus singuliers de ce temps. Mais ce n'est pas un gaillard à se décourager pour si peu. » Courbet ignora le jugement de Delacroix. Il pensait même que ce dernier faisait tout pour le tuer. En effet, Delacroix et Courbet ne font pas partie du même monde. Le soir, Delacroix fréquente les beaux salons mondains, les artistes de la bonne société, où jouent Liszt, Berlioz, Chopin, alors que Courbet discute de peinture avec la jeunesse dans la galerie, la brasserie Ambler, autour d'un boc de bière.
l'exposition Courbet lui a coûté tout ce qu'il a gagné, grâce à Brouillasse, et c'est un échec. Elle le laisse ruiner. Il écrit à Buchon, exilé après le coup d'État. En France, nous sommes exilés aussi bien que toi. Aujourd'hui, tout ce qui touche à l'art, à l'esprit, est exilé. En 1857, le peintre envoie au salon les demoiselles du bord de Seine, dont les allusions saphiques font scandale. En 1957 est l'année de la censure c'est l'année où la censure artistique se durcit. Si Flaubert échappe à la condamnation pour Madame Bovary, Baudelaire, lui, est condamné, Michelet est chassé du Collège de France et le jury rétabli au salon. Courbet devra désormais repasser devant le jury car sa médaille de 2e classe ne suffit pas pour l'en dispenser. En 1961, Courbet est aux abois. Il faut absolument que je vende cette année si je veux continuer la peinture. Entre 58 et 60, il est parti à l'étranger pour essayer de peindre des portraits. Et il a assisté à des grandes chasses, c'était un grand chasseur, il a assisté à des grandes chasses. Il présente alors le combat de cerfs, qui est actuellement Orsay, et le cerf forcé en 61. Il espère que l'État va acheter ces tableaux. Il s'est placé sur un terrain neutre et pense que ces sujets peuvent se vendre en Angleterre. Pour la première fois, la critique est unanime pour reconnaître son talent. On parle pour Courbet de la Légion d'honneur, mais Napoléon III raye son nom de la liste. L'Empire lui a acheté qu'un seul tableau, un paysage, la remise de Chevreuil, placée dans un château à Saint-Cloud. Nantes lui a acheté les cribleuses de blé, et Jean Ron, conservateur du musée de Marseille, républicain, lui achète le cerf-falot que vous voyez. Courbet n'aura pas le soutien de l'État. En 1866, Nieuwerkeke, lui, ayant rompu de lui acheter la femme au perroquet que vous voyez là, Courbet lui adresse une lettre manifeste. Après 25 ans de lutte et de combat, j'ai lutté contre vous, je lutterai sans vous. Mon art est à moi, je ne l'aliène pas. Vous me placez tout seul sur un plateau, l'homme que le gouvernement ne doit pas encourager, vous mettez sur l'autre. Vous et l'art que le gouvernement protège. L'avenir dira quel plateau l'emporte. Car il ne renonce en rien à ses convictions. En 1963, face à la fronde des artistes contre le jury du salon, qui a écarté toutes les fameuses œuvres novatrices, Napoléon III fait ouvrir le fameux salon des refusés. Vous savez où Manet exposera le déjeuner sur l'herbe. Courbet envoie un manifeste anticlérical, le retour de la conférence. À mon avis, ce n'est pas les meilleurs. C'est quand il parle, qu'il fait des tableaux socialistes, vraiment socialistes, ce n'est pas les meilleurs. Enfin bon. Alors, ce tableau-là, il a été refusé au salon. Eh bien, il a été refusé aussi au salon des refusés. Double refus. Si je ne vous montre qu'un dessin de ce tableau, c'est que l'original a été acheté dans l'intention de le détruire. Si l'année suivante, Vénus et Psyché est refusée pour immoralité. Millet écrira un manifeste, il sera tout à fait mécontent, hein, parce qu'au salon, il y avait vraiment des tableaux beaucoup plus obscènes, entre guillemets. À la mort de Proudhon, en 1965, il renonce à tous ses projets. Et il veut témoigner de son amitié et de ses convictions au salon. Heureusement, on peut dire que après 62, il va, de 62 à 70, il va y avoir une embellie. Baudry, en 62, l'invite en Saintonge, où il peint de magnifiques fleurs. Il l'invite 2 fois 6 mois. Il peint de magnifiques nus qui se vendent bien. Installé sur la côte normande, il va aller tous les étés et il va peindre ces magnifiques vagues. Il en a plein un très grand nombre, elles se vendent bien. Il voit aussi de très beaux portraits qui sont achetés par la très bonne société. Et il va peindre cette fameuse, la maîtresse de Whistler,
Je vous signale que ces 3 magnifiques œuvres sont parties à l'étranger. Rien n'est en France. Les peintres... Alors, il y a aussi le duc de Choiseul, qu'il invite à moi dans son château, pour lui faire peindre ses chiens. Les peintres de Belgique lui décernent une médaille d'or. Et ceux de Munich lui font offrir l'équivalent de la Légion d'honneur par le but de Bavière. Et ses portraits se vendent bien. Et bien sûr, vous savez bien que Khalil Bey va être à Mécène. L'ambassadeur de ex-Turquie lui achète Le Sommeil et l'origine du monde. Alors il faudrait ici évoquer aussi le deuxième procès qu'on fait à Courbet, qui court encore aujourd'hui. Courbet flambeur, qui aurait gagné beaucoup d'argent. Alors Courbet a été généreux. Monet lui gardera toujours sa reconnaissance. Il l'a encouragé quand il était jeune, en 65. Hein. Il l'a encouragé. Et quand Monet était dans la dèche, il pouvait s'adresser à Courbet, il savait qu'il lui enverrait de l'argent. Certes, Courbet n'est pas un homme d'affaires, mais son argent, il a surtout réinvesti dans son art. En face de la nouvelle exposition de 67, il fait construire à nouveau un pavillon pour présenter sa exposition personnelle et affirmer son indépendance d'artiste. L'affaire lui coûte tout ce qu'il a gagné par sa peinture, elle ne lui rapporte rien. Quand l'Empire libéral lui offre enfin la Légion d'honneur, il la refuse, au nom de ses convictions. Nürnberg a été écarté, il y a un nouveau ministre en place. Il lui écrit « J'ai 50 ans et j'ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre. Quand je serai mort, il faudra qu'on dise de moi. Celui-là n'a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n'est le régime de la liberté. » À la chute de l'Empire, vous comprenez très bien qu'il se rallie tout de suite, le 4 septembre 70. Il se rallie à la République. Contrairement à beaucoup, comme son ami Jérôme, qui va vite aller à Londres, contrairement à beaucoup, il ne quitte pas la capitale. Et s'il abandonne ses pinceaux, c'est pour participer activement à la surveillance des musées nationaux. Car le 6 septembre, il est élu président de la Commission des Arts, qui a pour tâche de sauvegarder les œuvres d'art de Paris. Il écrit à ses parents « Je suis heureux de cela, car je ne savais comment servir mon pays dans cette occasion, n'ayant aucun goût pour les armes. » Ensuite, à l'Athénée, il lit une lettre adressée à l'armée allemande et aux artistes allemands qui assiègent Paris. « Retournez chez vous, entrant, criez vive la République, à bas les frontières. Nous nous serrons encore la main et nous boirons aux États-Unis d'Europe. Nous érigerons ensemble, sur la place Vendôme, la colonne des peuples, la colonne de l'Allemagne, de la France et de l'Allemagne n'a jamais fédéré. » C'est dans ce contexte, dans sa volonté d'obtenir une paix juste, que Courbet propose aux membres du gouvernement de la Défense nationale, le 14 septembre, de déboulonner la colonne Vendôme, car selon lui, elle perpétue les idées de guerre et de conquête qui étaient dans la dynastie impériale, mais dans l'intention de faire transporter les reliefs à l'hôtel de la Monnaie, puis le 5 octobre, dans la cour des Invalides. Profondément libertaire, cet ancien ami de Proudhon se rallie à la Commune. Elle incarne son idéal d'autogouvernement. Le 30 avril, il écrit à ses parents « Me voici dans le peuple de Paris, introduit dans les affaires politiques. Je suis dans l'enchantement. C'est un vrai paradis. Tous les corps d'État sont établis en fédération et s'appartiennent. » La Commune lui permet de mettre en application son art pour le peuple. La Fédération des artistes publie le manifeste le 15 avril dans le journal officiel de la Commune. L'art doit être détaché de toute tutelle gouvernementale. Tous les membres sont égaux. Les artistes des arts mineurs comme des majeurs. Et ils entendent réorganiser leur cursus. Le manifeste se conclut par la jolie phrase «
le comité concourra à notre régénération, à l'inauguration du luxe communal et aux splendeurs et à l'avenir et à la République universelle. Pour lui, la commune, ça a été le régime de la liberté qu'il a opposé à l'Empire, après la semaine sanglante. Et depuis sa prison versaliaise, puisqu'il va être arrêté, on a gardé ses carnets qui sont à Orsay, il écrit à sa sœur, Juliette, le 7 juin 71, « Je me fais l'honneur d'avoir appartenu à la commune, malgré les inculpations qui portent sur elle. Car ce gouvernement, en principe ressemblant à la Suisse, est l'idéal des gouvernements. » Il faut venir au troisième mauvais procès, fait à Courbet, celui-là même qui détruira sa vie. Le 12 avril, la Commune de Paris décide de mettre à bas la colonne Vendôme, sans en conserver les reliefs. Courbet n'est pas encore l'élu de la commune. Il ne sera que 4 jours plus tard, le 16 avril. La démolition de la colonne, le 16 mai, ne peut donc lui être imputée. Arrêté après la semaine sanglante, il est jugé par un conseil de guerre. De nombreux témoins viennent attester de son activité pour défendre le patrimoine artistique. Son avocat, Lachaud, qui était pourtant bonapartiste, démontre que la destruction de la colonne ne peut lui être imputée, qu'il s'agit d'une légende exploitée par la presse et la caricature. Là, vous voyez Courbet qui s'est mis à la place de Napoléon, et là, il est en train de... Il sera condamné à 6 mois de prison et à une amende. Pendant les 6 mois de son incarcération, il peint cet autoportrait à Sainte-Pélagie, on suppose, et des fruits que sa sœur Zoé lui apporte. De retour en Franche-Comté, il peindra cette fameuse truite, métaphore de la mort de la commune, avec l'inscription en rouge, fait dans les liens. Mais le nouveau jury l'exclut du salon. Il est retourné en Franche-Comté après son incarcération et il ne va plus pouvoir en sortir. Ernest Meissonnier déclare « Courbet doit être exclu de l'exposition. Il faut que désormais il soit mort pour nous. » 18 voix sur 19 se rallient à Meissonnier. Il faut frapper de mort civile l'artiste et le communard. De même est-il exclu de l'exposition universelle des artistes français à Vienne. Le 24 mai 1973, MacMahon remplace Thiers. 6 jours plus tard, une nouvelle assemblée, à majorité conservatrice et royaliste, adopte un projet de reconstruction de la colonne. Il y est précisé que le gouvernement n'entreprendra les travaux que lorsque le tribunal civil aura fixé la part à payer par Courbet dans cette reconstruction. Cette astuce juridique qui le renvoie à un tribunal civil permet de juger 2 fois Courbet pour les mêmes faits. Le 19 juin, le ministre des Finances ordonne la séquestration de tous ses biens sur les territoires français. Ces tableaux sont saisis. Courbet écrit à son ami Joli-Clair de Pontarlier, « Si le tribunal, comme tout le laisse croire, me condamne à 250 000 francs, c'est une manière d'en finir avec moi. » Incapable de payer une pareille somme, pour échapper à la prison, il s'exile en Suisse, le 23 juillet 1973. Il y peindra quelques tableaux d'exil avec des élèves. Le 26 juin 1974, il est condamné à payer les frais intégraux de la reconstruction. Son avocat l'a chauffé appel. Le 6 août 1975, la condamnation est confirmée. Il écrit à Baudry le 18 juin 1975. « Je crois que dans l'histoire, il est rare de trouver un homme dans ma position qui, après avoir travaillé toute sa vie pour tâcher d'établir le bien et les arts dans son pays, ait été persécuté par ce même pays d'une façon aussi épouvantable. Le 26 juin, je commence à être complètement ruiné.
En 1876, une nouvelle chambre républicaine est élue. Il espère une amnistie. Castagnari, son grand ami, le pousse à peindre pour présenter de nouveaux tableaux au salon. Mais Courbet s'est réfugié dans l'alcool. Le 5 décembre 1976, il répond « Avec cette épée de Damoclès sur la tête, pendant un temps aussi long, il est impossible de résister au délirium très mince, au ramollissement, à l'hébétement et définitivement à la charmante qui mène à la folie. La charmante, c'est l'absinthe. » Le 4 mai 1977, le tribunal civil de la Seine rend le jugement définitif. Courbet est condamné à payer 323 091,68 francs, dont il pourra s'acquitter par annuité de 10 000 francs. Le 26 novembre, une première vente de ces tableaux, saisis dans son atelier de la rue Hautefeuille et chez les marchands, a lieu à l'hôtel Drouot. Ils sont vendus à vil prix. Il est très malade. On fait venir à Paris un assistant du docteur Péan qui diagnostique une cirrhose très grave. Courbet meurt le 31 décembre 1977. Il devait rembourser la première traite le 1er janvier 1978, le lendemain. 6 jours plus tard, dans le Réveil, Jules Vallès, lui aussi en exil, publia sous le pseudonyme de Jean Delarue un magnifique éloge funèbre de son camarade de la Commune. Les hommes comme Courbet sont amenés malgré eux au combat. Qui a peint la fileuse, les casseurs de pierre, l'enterrement à Ornans doit être inévitablement le jour où il faut choisir, du côté où il y a le travail, la misère et les pavés. Après tout, ne le plaignons pas, il a eu la vie plus belle que ceux qui sentent, dès la jeunesse et jusqu'à la mort, l'odeur des ministères, le moisi des commandes. Il a traversé les grands courants, il a plongé dans l'océan des foules, il a entendu battre comme des coups de canon le cœur d'un peuple. Et il a fini en pleine nature, au milieu des arbres, en respirant les parfums qui avaient enivré sa jeunesse. Je dédie cette conférence à la mémoire d'un autre lutteur, notre ami André Posel, à qui j'envoyais toujours mes écrits sur la peinture liés aux politiques. Je vous remercie si vous avez été écoutés. Merci Michel, je vous avais dit qu'on allait apprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des questions et des remarques ou des témoignages à apporter? Merci pour ce récapitulatif sur Courbet. J'avais entendu dire que Courbet, dans la misère à la fin de sa vie, avait dû former des ateliers où il formait des disciples qui peignaient selon sa facture, mais c'était le maître qui signait les œuvres. Oui, en fait, cette partie de la vie de Courbet, c'est une... Micro. Ah, oui. Cette partie de la vie de Courbet, il est incapable de vraiment de... Alors, il y a des faux, il y a plein de faux déjà. Oui. Toute cette partie de 73 à 77, il y a plein de faux. Hein. Et puis, c'est vrai aussi qu'il il y a des disciples, mais si vous voulez, peut-être a-t-il signé, ou peut-être mais ce ne sont pas les meilleures œuvres. Hein. Franchement, de 73 à 77, ce sont les œuvres, à mon avis, les plus faibles. Il y a quelques œuvres qui sont mais il est vraiment incapable de peindre. Dans la correspondance, vous voyez, cette lutte pour essayer de ne pas payer, parce qu'en fait, on a saisi son atelier, et à Ornans, eh bien, la guerre a détruit aussi son atelier. Donc il n'a plus rien. Hein. Et donc, il a vraiment plus d'argent. Alors, je ne sais pas si on a reconnu, en tous les cas, le château de Chillon, on pense que c'est lui. Celui que vous avez vu, peut-être qu'effectivement... De toute façon, il y a eu plein de faux Courbet qui ont circulé, qui circulent encore. Justement, dans le monde, le seul expert de la peinture de Courbet, c'est un monsieur qui s'appelle Jean Farnier, qui
qui a l'habilité à reconnaître l'authenticité de ses œuvres. Oui, disons que Fernier, a fait un magnifique travail. Il a fait tout le catalogue de Courbet. Hein. Mais il y a eu... bon, alors, il est mort il y a quelques années. Hein, et d'ailleurs, c'est lui qui a créé initialement le musée Courbet. Et maintenant, le musée Courbet est sous l'égide du Conseil général, je crois. Et si vous voulez, actuellement, par exemple, il y a... je suis allée à Ornans, à Pâques, pour aller voir les dessins de Courbet. C'est la première grande exposition des dessins de Courbet. Il y en a de magnifiques. Hein. Et en fait, il y a eu une grande exposition Courbet, il y a en Allemagne. En fait, la plupart des œuvres qui étaient dessins de Courbet étaient des faux. Et en particulier, c'est un peu compliqué, parce que son beau-frère a essayé de s'attribuer de ses œuvres. C'était un parasite qui a essayé de vivre. Il s'est installé après quand Courbet était en Suisse, il s'est installé à Ornans, et en fait, il était peintre lui-même. Et le fils a essayé de faire passer, vous voyez, sans vraiment mettre la signature, faire passer toute une partie des dessins de Courbet par Courbet, parce que Courbet... Parce que Courbet, ben, à partir d'un moment, ça a valu très cher. Hein. Et en fait, dans le catalogue, il y avait le catalogue d'un expert allemand, il y a 20 ou 30 ans, je ne sais plus exactement, et bien la moitié était faux. Et donc, le catalogue de cette année à Ornans, qui a été fait avec la Suisse, a essayé d'authentifier les vrais Courbet des faux Courbet. Mais les œuvres dont la signature était authentiquement reconnue, celle de Courbet, il y en avait aussi qui ont circulé, non? Notamment ses élèves Geronimo Pata qui... Oui, bah oui, Pata était son élève, peut-être. Ouais, peut-être. Merci, oui, merci pour cette conférence très intéressante. Vous avez précisé que certaines œuvres étaient parties à l'étranger, n'étaient plus en France. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que l'Empire n'a rien acheté. Bon, vous voyez, 50. Alors, ah oui, par exemple, au MoMA, à New York, il y a 35 Courbet, je crois. En tous les cas, Marie Cassatt, la peintre, a conseillé Madame Alveler, qui était une femme très riche en Amérique, pour l'achat des Courbet. 35 Courbet sont partis par ce canal. Hein. Et 52 ans après la mort de Courbet, il y a eu une première exposition officielle, hein, par les conservateurs. Et il commence, heureusement, parce que Juliette, sa sœur, a donné l'enterrement. Et Castagneri lui a dit, donnez l'enterrement parce que ça permettra peut-être à l'État, peut-être d'acheter d'autres œuvres. Donc Juliette a donné de nombreuses œuvres au Petit Palais. Hein. Et, mais en fait, les œuvres, elles sont parties. Et le conservateur commence son petit catalogue en disant, c'est catastrophique. Il dit pendant un moment, j'ai peint plus de 1000 œuvres. Alors, Fernier en répertorie quand même un très grand nombre, hein, c'est ici. Eh bien, heureusement qu'on a eu des mécènes. Si vous allez à Orsay, regardez les cartels, ce sont toutes des donations. Vous allez au Petit Palais, ce sont des donations. Vous allez à Montpellier, c'est Bruyas qui les a achetés. C'est Baudry qui en Saintonge, a donné des tableaux. Et puis après, il y a eu des gens qui se sont dit, on va donner des tableaux. Parce que en 77, quand il était mort, eh bien, l'État n'avait rien acheté, ou c'était les privés qui possédaient les tableaux, et puis après, les familles vendent. Hein. Et vous allez au Danemark, vous allez
en Allemagne. Écoutez-moi, à chaque fois que je vais en Allemagne, je reste en émotion devant les vagues. Il y en a dans tous les musées des vagues. Il y en a fait une quarantaine. Eh bien, alors après, on s'est dit quand même, après, au XXe siècle, qu'il nous manquait une vague. Alors on achète une vague, mais on a acheté quand même à Lacan l'origine du monde. On a acheté quand même assez tard aussi le sommeil, parce qu'on n'avait pas les grands nus. Hein. Et alors en fait, on a reconstitué petit à petit dans nos musées du Courbet. Par contre, je peux vous dire que du Gérôme, il y en a. Hein. Il y a même un musée en Haute-Saône. Et effectivement, l'Empire a soutenu des peintres, des peintres qui n'ont pas eu de postérité. Hein. Et l'Empire, c'est quand même 51, 70. Et Courbet, après il ne peint plus tellement parce qu'il y a la guerre, il s'occupe de sauvegarder le patrimoine, ensuite il est actif dans la commune, ensuite il est emprisonné, et puis ensuite eh ben, il va peindre un peu en Franche-Comté, 2 ans, et puis après il va être exilé, et il y a ce procès qui lui fait mourir. Voilà. Il y a une rue Courbet à Antibes. Ah, je ne savais pas. Il y en a-t-il une à Nice? Je ne sais pas. Je dis ça parce qu'à chaque fois que je vais à la gare, je suis furieux contre la gare qu'on appelle Thiers, on ne sait même bien pourquoi, la gare SNCF. Et Marseille, le lycée. Ce serait intéressant de faire l'inventaire des rues Courbet en France. Des questions, Et encore, si vous voulez, bon, là, actuellement, bon, les conservateurs, tous, hein, depuis plusieurs années, hein, Madame Toussaint en tête, ont montré combien c'était un très grand peintre. Hein. Mais, encore dans certains livres, on est toujours en train de l'épingler pour ci, pour ça, pour ça. Comme disait Gustave Geoffroy, quand il avait écrit son livre sur Monet, mais qu'on regarde sa peinture. Hein. Et d'autre part, Courbet, qui est soi-disant, c'était un rieur, etc., il écrit quand même, avec ce masque riant que vous me connaissez, je cache à l'intérieur le chagrin, l'amertume et une tristesse qui s'attache au cœur comme un vampire. Courbet, c'était quelqu'un d'exubérant. Hein. C'était quelqu'un qui, quand il est devant un tableau de Raphaël, il dit, et qu'on lui demande à Florence un autoportrait, il dit « Monsieur Raphaël a qu'à bien se tenir ». Bon, c'est un exubérant, Courbet. Mais comme dit Geoffroy, c'est un franc-comtois. Hein, et c'est un homme qui est tout nature. Hein. On a dit, à son époque, je ne vous ai pas lu non plus les critiques. Par exemple, Decamps dit il peint comme un cireur de bottes. Hein. Il a à son service une main qui peut beaucoup, mais son cerveau est complètement absent. Il voit et ne regarde pas. Il peint des tableaux comme un cireur de bottes. C'est un ouvrier de talent, ce n'est pas un artiste. Alors, oui, il y a une haine qui s'est attachée à Courbet, et encore longtemps, au lieu de regarder ses œuvres, et puis bon, moi, la correspondance m'a énormément émue. Et vraiment, j'ai découvert, si vous voulez, sous le peintre que j'adorais, un homme qui m'a énormément émue. C'est pour ça que je fais cette conférence aujourd'hui. Voilà. Eh bien, je crois.